Un bond de géant pour l'humanité. Ces prouesses font notre plus grande fierté. Qui a enflammé l'imagination de toute une génération. Mais nous avons perdu tout ça. Qui rentre au port pour la dernière fois. Ou peut-être avons-nous tout simplement oublié que nous restons des pionniers et que nous ne sommes qu'au début. Que nos plus grandes prouesses ne peuvent pas être derrière nous. Car notre destin s'étend au-dessus de nous. Oh là, mais attendez, ce serait pas une troisième vidéo en 2 semaines là? Dis donc, ça commence à en faire des vidéos. Bon, aujourd'hui Interstellar, vous l'avez remarqué, cette vidéo tellement grosse, tellement attendue, tout le monde me l'a demandé. Je suis désolé de vous l'avoir décalé d'une semaine d'ailleurs. Mais il y avait tellement de choses à préparer et à dire que je pense que c'était mieux si je voulais faire une vidéo un peu plus travaillée et un petit peu plus conséquente. Évidemment, en bon collectionneur qui se respecte, j'ai le film. Bienvenue dans les Cinecdotes. À la base, le projet il aurait pu être bien différent. C'est-à-dire que c'était la Paramount qui produisait le film et non la Warner. Paramount qui a évidemment un peu moins d'argent, donc je pense qu'on n'aurait pas été sur un film à si gros budget. Et en plus de ça, il aurait dû être réalisé par Spielberg. Spielberg, il avait un petit souci d'emploi du temps, donc il a préféré le donner. C'est Nolan qui a récupéré la réalisation du film, suite à quoi la Warner a fait des mains et des pieds pour récupérer la production, puisqu'ils coproduisent tous les films de Nolan avec Syncopy, la société de Christopher Nolan. Et il s'est avéré que pour récupérer Interstellar, la Warner a dû donner à Paramount un nouveau volet de la saga Vendredi 13 et une nouvelle adaptation de la série South Park. Alors je crois que le dernier Vendredi 13 il date de 2009, donc c'était avant. Et South Park, je crois qu'on n'a rien vu depuis 2014, donc a priori ils n'ont rien fait des projets, contrairement à Interstellar qui est devenu un grand film entre temps. On va passer sur la partie un petit peu on-set tournage. Je pense que beaucoup d'entre vous savent un peu comment ça a été filmé. En tout cas, je vais avoir des images de making-of, donc si le côté technique vous intéresse, n'hésitez pas à rester. Si vous vous demandez comment les scènes d'intérieur dans les vaisseaux ont été tournées, notamment aux fenêtres, c'est pas compliqué, ils ont mis des espèces d'énormes écrans, ça ressemble à des télés. Et en gros, pendant le tournage, ils passaient ce que les acteurs devaient y voir, et ça les aidait à renforcer leur jeu en fait et à donner de la crédibilité à tout ça. C'est là qu'on se rend compte que la production c'est un truc hyper minutieux, puisqu'il fallait être parfaitement raccord entre le moment où les personnages tournaient et les images qui étaient diffusées pour le réalisme. Évidemment, si diffuser une émission de cuisine alors qu'ils devaient voir l'espace, ça posait quelques problèmes. C'est maintenant. On l'a vu dans la vidéo sur Inception, Nolan c'est un mec qui préfère largement les effets pratiques aux effets spéciaux, et d'ailleurs il les manie bien, donc c'est génial à ce niveau-là. Vous savez, on a 3 vaisseaux dans le film, Ranger, Lander et Endurance, et figurez-vous que ces 3 vaisseaux-là ont été construits en miniature, mais aussi à échelle réelle, pour donner vraiment cette impression de matière et de tangibilité des vaisseaux dans le film. Évidemment, les vaisseaux ils n'étaient pas sur l'espace, ils étaient sur un fond vert, et même s'ils devaient ajouter le fond, au moins il n'y avait que ça à ajouter. C'est-à-dire qu'on avait les vaisseaux devant le fond, ça donnait quand même une impression de matière. Il n'y avait pas, si vous voulez, en plus les vaisseaux en 3D à rajouter dans un espace qui était déjà en 3D. Dans ces vaisseaux-là, souvent on avait Case et Tars, les 2 robots du film. Ils ont été construits en vrai et évidemment ils fonctionnaient pour de vrai. Hans Zimmer et Christopher Nolan, quand ils travaillent ensemble, c'est des mecs qui adorent jouer avec le temps et la musique. Ce qui fait que là, plusieurs musiques du film ont été composées au rythme d'un battement par seconde. Ils ont fait ça parce que le temps c'est une composante clé du film. Une sorte de test pour Dunkerque en fait. Le décor apocalyptique, et pas post-apo puisqu'on a un corps pendant l'apocalypse, a été inspiré par la catastrophe de Dust Bowl pendant la Grande Répression dans les années 30. On parlait de la composante temps qui est essentielle dans le film, je pense que vous l'aurez remarqué, mais la station spatiale elle fait référence à un cadran d'horloge tout simplement. Dans ce décor apocalyptique, on retrouve de la poussière géante. Pareil, c'est un effet pratique du film. Bon, évidemment, pas sur tous les décors, mais dans beaucoup de décors, notamment dans la maison, etc. C'est un truc qui a été fait manuellement à l'aide de grands ventilateurs pour souffler de la poussière synthétique à base de cellulose dans l'air. Évidemment, rien de toxique, c'est un matériau qui est biodégradable et fabriqué à partir de carton moulu. Juste après l'atterrissage sur la planète Miller, au moment où ils sont sur le point de quitter Ranger 1, le vaisseau, on peut entendre des tics environ une fois toutes les secondes et demie. En raison de la dilatation du temps due à la gravité, chaque tic représente environ 17 heures sur Terre. Le temps passe assez vite. Bond, Doyle, remontez tout de suite dans le Ranger. On ne repart pas sans les données de... Au début du film, Matthew McConaughey il se rend à une école, la Longview School, là où il a sa réunion parents-professeurs. Et bien figurez-vous que c'est une école qui existe vraiment à Alberta, Longview, au Canada. Par étrange coïncidence, figurez-vous que Matthew McConaughey est lui diplômé d'une Longview School, mais cette fois-ci à Longview, au Texas. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, je ne dirai pas le nom, mais dans le film, ils rejoignent quelqu'un sur une planète, le Dr. Mann. Si vous avez vu le film, vous savez très bien de quel acteur je parle. Eh bien, figurez-vous que ça a été tourné sur un glacier, à savoir au Vatnajökull en Islande. Je pense pas que ça se dise comme ça, mais bon, je sais pas vraiment comment le dire autrement. L'Islande, ça n'a pas été choisi pour rien. C'est un pays qui est assez capricieux au niveau de la météo et de la température.
Et un jour, alors qu'ils étaient en train de tourner, ils ont commencé à se prendre des rafales de vent de 61 km/h. Évidemment, tourner avec des rafales de vent aussi élevées, ça rend le truc impossible. Du coup, ça les a contraints à rentrer à l'hôtel où ils logeaient. Et après plusieurs jours où ils voyaient que les rafales de vent ne cessaient de se calmer, ils ont décidé de tourner quelques plans dans le parking de l'hôtel. Si je vous parlais de la Longview School tout à l'heure, c'est parce qu'ils ont tourné à Alberta, au Canada. Donc l'école qu'ils ont filmée, c'est la vraie. Et évidemment, ils ont dû installer à proximité la ferme des Cooper. Sinon, ce serait trop facile. Et le truc, c'est que c'est hyper galère de faire pousser du maïs là-bas. Apparemment, moi je dis ça, j'y étais pas, mais la production dit ça. Ils ont réussi tant bien que mal à faire pousser le maïs. Donc tout ce que vous voyez autour de la ferme, en fait, c'est eux qui l'ont fait pousser exprès pour le tournage. Et le truc, c'est qu'il n'a pas une tête du tout de maïs normal. Et ils ont expliqué ça dans le film par le fait que la terre n'allait pas bien. En vrai, c'est juste qu'ils savent pas faire pousser du maïs. Ces images sont assez connues, il me semble. Vous l'avez peut-être vu. Vous savez, la scène où Timothée Chalamet il conduit le pick-up dans le champ de maïs quand ils poursuivent le drone. C'est une scène qui a été vraiment tournée. Et pour pas le blesser, puisqu'évidemment il ne voyait rien, le pauvre, ils avaient mis juste au-dessus de la voiture une énorme cage avec un deuxième volant. Et ça permettait à un cascadeur juste au-dessus de pouvoir contrôler la voiture au cas où il y avait un problème. À mon avis, il a dû s'en servir parce qu'il devait voir que dalle. Matthew McConaughey, on est tous d'accord pour dire que c'est un excellent acteur. L'un de ses films les plus méconnus, je pense que ça doit être Mud de Jeff Nichols, bien que ce soit un excellent film. Et figurez-vous que dedans, il joue un petit peu un monsieur ordinaire. Et c'est pour ça que Christopher Nolan l'a choisi pour être la tête d'affiche. Vous connaissez Christopher Nolan, mais vous devez aussi sûrement connaître son frère, Jonathan Nolan. C'est d'ailleurs lui qui dirige la série Westworld. Et vous n'êtes pas sans savoir que les scripts de chaque film, ils les coécrivent. Eh bien, figurez-vous qu'en 2014, pour Interstellar, c'est la première fois qu'ils ont écrit un script original. Avant, ça a toujours été adapté de bande dessinée ou de romans. L'une des anecdotes les plus célèbres, c'est qu'Hans Zimmer a dû composer la bande-son à l'aveugle sans savoir de quoi parlait exactement le script. Les seuls mots-clés qu'il avait, c'était l'espace. Christopher Nolan, souvent, il travaille avec les mêmes mecs, notamment Wally Pfister. C'est dur à dire. Eh bien, figurez-vous que Wally, je vais l'appeler Wally parce que Pfister, c'est dur à dire, vous m'en voudrez pas. Il est passé à la réalisation en 2014 avec Transcendance. Du coup, comme il n'avait pas le temps pour Interstellar, et quand on voit Transcendance d'ailleurs, il aurait dû prendre le temps pour Interstellar, Christopher Nolan a dû recruter Hoyt von Hoytema. C'est galère décidément, c'est non. Et c'est le mec qui a dirigé la photo de Her. Matthew McConaughey, il a forcé auprès de Christopher Nolan pour que Jessica Lange obtienne un rôle. Une fois que Nolan a accepté, Jessica Lange, elle a dit qu'elle était occupée sur American Horror Story. Tous les Américains, ils ont l'air de bien s'amuser, dis donc. Les enfants de Matthew McConaughey, à savoir Levi et Vida, apparaissent dans la scène finale au chevet d'Ellen Burstyn. La majorité des livres qui sont dans la bibliothèque de Murphy sont des livres que Christopher Nolan a personnellement lus pour faire des recherches sur le film, notamment des recherches sur les trous noirs et la singularité. On a par exemple The Stand de King, bon là c'est plus un roman qui traite de la quasi-extinction de l'humanité. En bonne référence, on a aussi Diana Gabaldon, qui est l'auteur de la série de voyages dans le temps Outlander. On a 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. On a l'histoire des Garces Hotel de David Wroblewski. Là, je pense que ça doit être l'un des livres les plus intéressants en termes de référence, puisque ça raconte l'histoire d'un homme qui vit dans une ferme avec sa femme, et qui essaie de résoudre un mystère grâce au fantôme de son père décédé. En autre référence, on a l'ensemble de la bibliothèque Tesseract qui rappelle l'intérieur du cœur de la mémoire de HAL 9000 dans 2001 l'Odyssée de l'espace. Vous n'êtes pas sans savoir que Nolan, il n'aurait jamais pu écrire tout ça tout seul, notamment en termes de science où ça aurait posé problème puisqu'il n'est pas scientifique. Du coup, il a été aidé par un physicien qui s'appelle Kip Thorne, dont la majorité des travaux ont inspiré le film. D'ailleurs, il a écrit un bouquin que voici. Déjà, l'astrophysique c'est complexe, mais en plus de ça, c'est en anglais. Alors bon, en gros, ce mec, c'est un physicien, un théoricien qui est réputé pour ses apports cruciaux à la physique, l'astrophysique et surtout à la gravité. Comme il a été contacté lors de la phase de pré-production, il a imposé 2 lignes de conduite à suivre impérativement. Rien ne doit violer les règles établies de la physique, et toutes les spéculations évoquées dans le film se doivent de provenir de la science elle-même. En gros, rien n'est inventé, et je pense que ça contribue à rendre le film aussi passionnant. Ça pourrait très bien être réel. Kip Thorne a gagné un pari scientifique contre Stephen Hawking, donc le mec c'est pas n'importe qui déjà de base, concernant la théorie astrophysique sur laquelle est basé Interstellar. Le gage d'Hawking a été de s'abonner à la revue Penthouse pendant 1 année. J'ai peur de vous dire ce que c'est, alors je vais plutôt vous montrer. En fait, le truc le plus créatif qu'ils ont fait, c'est les nuages de la planète glace, qui sont des structures qui vont probablement au-delà de la densité matérielle que la glace pourrait supporter, d'après Kip Thorne toujours. Ce bon vieux Kip Thorne d'ailleurs, il a été approché pour jouer un camé dans le film, et il a refusé. Je pense qu'il n'avait pas que ça à faire, il avait des bouquins d'astrophysique à écrire le mec. On a fini les plus grosses anecdotes, mais on va passer par les anecdotes en vrac qui sont tout aussi croustifondantes. Le motif de point sur le corps, entre guillemets, de Tars, et son nom écrit en braille. La plupart des séquences d'archives présentes dans le film, d'ailleurs vous en avez vu une partie au début de la vidéo, elles ont été tournées spécialement pour les besoins du film, ensuite elles ont été traitées pour donner un air ancien. L'explication du trou de verre dans le film avec la feuille et le stylo, elle vous a peut-être marqué, elle est plutôt parlante et bien stylée. Et bien figurez-vous que c'est une référence à Event Horizon sorti en 1997. Vous l'avez peut-être compris, si le robot du Dr. Mann s'appelle Kip, c'est une référence à Kip Thorne. L'acronyme TARS signifie système robotique techniquement artificiel. Je vous le fais pas en anglais. On va passer sur une stat chiffrée. Étant donné que le film dure 2h49 minutes,
ce qui est bien long pour un film, rappelons-le, bon, on n'a pas le temps de s'ennuyer, donc ça va, et que le film, il a coûté 165 millions de dollars à produire, eh bien ça fait qu'il a un budget d'environ 976 331 dollars par minute. Vous savez, chaque projet, pour qu'il puisse être tourné en secret, possède toujours un nom de code. Dans ce cas-ci, le nom de code, c'était Flora's Letter, et c'est une référence à la fille de Christopher Nolan qui s'appelle Flora. J'espère au moins qu'elle a bien aimé le film. Christopher Nolan, il s'est mis bien pour le film, puisque tu as, hop, 20 millions de dollars qui sont partis directement dans sa pocket, du budget de base du film, évidemment. Et en plus de ça, il a gagné 20% brut des recettes pour le film. Il y a eu une étude de fait sur le film, et il paraît que la musique de Hans Zimmer était tellement puissante qu'une bonne partie des gens devant le film ont pleuré à la séquence d'amarrage. L'atterrissage assez brutal sur la planète d'eau est filmé de manière à ce que ce soit une référence à la planète des singes. À partir d'ici, je vais spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film, n'hésitez pas à aller le voir, il est sur Netflix, je crois. À force de parler de tous les films de Nolan sur Netflix, on va croire que je suis un vendu de Netflix, mais bref, allez voir le film. Le rôle de Matt Damon a été gardé jusqu'à la sortie du film, c'est-à-dire qu'il n'était pas du tout dans la promotion du film, et qu'en plus de ça, il a évité toutes les avant-premières. Comme s'il n'était pas dans le film, tout simplement. À la fin du film, lorsque Cooper sort du Tesseract, revient dans le trou de verre et touche la main de Brand, est une référence à la peinture La Création d'Adam, de Michel-Ange. Tout à l'heure, on parlait de la scène où Cooper essaie de s'amarrer à Endurance, qui a fait pleurer pas mal de personnes, et de la musique qui va avec. La musique, elle s'appelle No Time for Caution, et à ce moment-là, évidemment, Cooper y balance, ce n'est pas le moment de faire preuve de prudence. This is no time for caution. Que c'est bien foutu, les bandes son, dis donc. Dans un souci de réalisme, la costumière, elle a créé des costumes très très lourds, très proches de ceux des vrais en fait, entre 10 et 15 kilos, comme ça les mouvements physiques paraissaient extrêmement réels. Pour promouvoir le film, à la sortie, il y a eu des expériences Oculus Rift qui ont été mises en place dans certains cinémas par la compagnie IMAX. Franchement, voir le film en VR, ça devait être juste un truc de ouf. Bon bah écoutez, on a fini pour la vidéo Interstellar. La semaine prochaine, il y a du bon qui arrive. Je peux vous citer peut-être Midsommar et Parasite dans les semaines qui viennent. Donc n'hésitez pas à vous abonner, lâcher le petit pouce bleu pour le travail. N'hésitez pas à commenter et me dire ce que vous pensez du film si vous l'avez vu. Puis on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!